Merci Christophe. Donc bonjour à tous. S'il y en a qui n'entendent pas bien, faites-moi signe. Non, tout le monde entend bien, merci. Alors je vais vous partager ce que m'ont apporté 7 ans passés au sein du groupe Toyota et qu'est-ce que j'en fais depuis. Alors tout d'abord, je vais vous faire travailler un peu et je voudrais savoir à partir du titre de la conférence, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont peut-être les questions auxquelles vous avez déjà apporté des réponses? Ou quels sont les cadeaux avec lesquels vous aimeriez répartir tout à l'heure? Voilà, c'est Noël. Alors, quelles sont vos attentes? Comment embarquer les équipes? Comment embarquer les équipes? L'importance du produit. Non, merci. Je n'ai pas entendu. L'importance du produit. C'est-à-dire? Souvent on parle de process, mais revenir au produit. Je n'ai pas compris la question, mais je le note quand même. D'autres attentes? Comment cranter les actions d'amélioration? Comment cranter les améliorations? D'accord. Qu'est-ce qui ne marchera jamais? Je peux en prendre encore une. Par quoi on commence? Par quoi on commence? Allez. Tu peux nous en faire une petite dernière? Comment trouver les bons indicateurs, c'est ça? C'est ça. Et comment appliquer une culture si éloignée de la culture européenne? Voilà, et je vais mettre culture. J'ai plus de place, j'arrête. Merci. Alors, j'ai démarré ma carrière chez IMRA Europe à Sophia Antipolis. Donc, IMRA, c'est un centre de recherche qui appartient à la société Aishin. Et Aishin, c'est un équipementier donc, automobile Toyota qui fait partie du groupe Toyota. Ah, je sais pas Ah oui, il est là. Voilà. Donc, Aishin fait partie du groupe Toyota. C'est un équipementier automobile japonais. Mon premier patron à l'IMRA, c'était M. Hideki Iwai. Donc, M. Iwai, c'est quelqu'un de très, très respecté chez Aishin, puisque c'est lui qui a déployé chez Aishin le Toyota Production System et qui en a fait, comme vous pouvez le voir sur un extrait du site internet d'Aishin, ce qui se fait de mieux au Japon en termes de qualité totale. Donc, grâce à M. Iwai, qui était mon patron à l'IMRA. Alors, à l'IMRA, nous étions une dizaine de chercheurs français, 5 ou 6 ingénieurs japonais qui venaient de chez Aishin. Les directeurs, les managers des japonais venaient de chez Aishin. Notre mission, c'était d'inventer des technologies qui pourraient être utilisées par Aishin ou par Toyota dans les 20 ans à venir. On avait une très grande liberté pour proposer des sujets de recherche. On avait des moyens financiers, matériels très, très confortables. Notre principale contrainte, c'est qu'il fallait tenir les plannings et dépenser tous les budgets. Donc, à l'IMRA, il n'y avait pas de client. Il n'y avait pas de notion de satisfaction client, par conséquent. Il n'y avait pas d'indicateur de performance. Il n'y avait pas d'indicateur de qualité. Il n'y avait pas de système qualité, d'ailleurs. Je n'en ai jamais entendu parler à l'IMRA. Il n'y avait pas de procédure. Il n'y avait aucune norme à respecter. Alors, je me disais, le jour où je vais quitter l'IMRA, je vais aller dans l'industrie, je vais être complètement perdu. Au bout de 7 ans, j'ai quitté l'IMRA et quelques mois plus tard, j'ai été recruté comme directeur d'un laboratoire d'essai chez Siemens Automotive, donc au sein d'une usine de production.
Donc c'est un équipementier automobile avec tout ce que ça comporte. De la production très grande série, du zéro défaut, du zéro délai, du juste à temps, des normes qualité très exigeantes, un système qualité très exigeant, de l'optimisation à tous les niveaux. Et je devais diriger une équipe de 15 personnes. Et bien que je n'ai jamais été préparé à tout ça à l'IMRA, j'ai atteint tous mes objectifs. J'ai augmenté de manière très significative la productivité dans mon service, à tel point que le directeur qualité de l'usine est venu me voir. Il m'a dit « Mais est-ce que tu peux apprendre à mes équipes à faire comme toi ?» L'année d'après, j'ai quitté cet environnement pour aller travailler dans une autre division de Siemens Automotive à Toulouse comme consultant en recherche et développement. Et j'étais responsable système, donc chargé de concevoir un nouveau produit pour la Mégane. Alors à l'époque, ingénieur système, déjà je ne savais pas ce que c'était. Et puis un système embarqué, je ne savais pas ce que c'était non plus. Alors, le produit que j'avais conçu a connu un très très beau succès sur le marché automobile. Et à la fin de la mission, chez Siemens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit est-ce que tu peux nous apprendre à travailler comme toi? Est-ce que tu peux former nos équipes d'ingénieurs système dans le monde? Et puis mes documents sont devenus des modèles chez Siemens. Alors à la même période, la société de conseil pour laquelle je travaillais, qui s'appelait Altran, qui s'appelle aujourd'hui Capgemini, m'a demandé si je voulais bien animer des sessions de formation à la gestion de projet pour des jeunes consultants. Alors j'ai dit oui, mais en fait j'y connaissais strictement rien en bonne pratique de gestion de projet, mais c'est pas grave, voilà. J'ai fait mes formations et puis tout le monde était content. Et j'ai des tas d'autres exemples comme ça dans ma vie professionnelle où j'ai travaillé dans un environnement, je n'avais pas les compétences, je n'avais pas les connaissances, mais pourtant j'ai obtenu de très très bons résultats. Et ce qu'on me dit très souvent, pas plus tard qu'hier chez un client, c'est comment tu fais. Le matin, tu arrives le dernier, le soir, tu pars le premier. Dès qu'on te demande quelque chose, c'est vite fait, c'est bien fait, tous tes documents sont parfaits. C'est quoi ton secret? Apprenons à faire comme toi. Alors moi, je ne m'étais jamais trop posé la question, c'était naturel pour moi, et pour préparer cette intervention, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? En fait, qu'est-ce que j'ai pu apprendre à l'IMRA qui me permet de faire tout ça? Je vais l'illustrer par quelques exemples. Alors, quand j'étais directeur de laboratoire chez Siemens, au bout d'un moment, mon manager m'a dit « Il va falloir augmenter la production dans ton service de 50%. Tu n'as pas le droit de sous-traiter, tu n'as pas le droit de recruter. » Pardon ? Non, non, c'est normal. Oui, sinon c'est prévu. Voilà, donc tu n'as pas le droit de recruter, tu n'as pas le droit de sous-traiter. Si tu n'atteins pas les objectifs, tu seras viré. Alors je réfléchis un peu, je me suis dit, je crois qu'on n'a pas trop le choix, il faut qu'on soit plus efficace. Alors quand on veut être plus efficace, qu'est-ce qu'on fait? J'entends pas? Bon, on fait du lean, hein? Alors, sauf qu'à l'époque, moi, la lean, je ne sais même pas que ça existe, puisqu'à l'IMRA, je n'ai jamais été confronté à la moindre problématique de rentabilité, de productivité, et ni aux problématiques de management d'équipe. Alors, j'ai pensé à ce que j'avais vécu à l'IMRA. À l'IMRA, c'était très difficile de travailler avec les Français et les Japonais ensemble. Il y avait beaucoup de problèmes de communication. Et mon deuxième PDG à l'IMRA, M. Yasui, de temps en temps, il venait me voir dans les sous-sols de l'IMRA. J'avais mes bancs d'essai pour mes recherches. Et il me disait, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Tu n'as pas des idées à me proposer? Alors moi, j'avais plein d'idées, donc je lui donnais mes idées. Et je voyais dans les mois à venir qu'il avait mis en place des choses que je lui avais proposées. Dans mon service, chez Siemens, j'ai fait pareil. J'ai réuni mon équipe et je leur ai dit, faites-moi des propositions pour que votre travail soit plus agréable, plus facile. Moi, je vais vous donner du temps, je vais vous donner des budgets, et puis on verra ce qui se passe. Et donc, je les ai aidés à mettre en place leurs solutions, leurs bonnes idées. Et au bout de quelques semaines, j'ai constaté que la production avait augmenté de 60%. Et quand j'ai annoncé ça à l'équipe, ils étaient extrêmement surpris, parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu l'impression de faire des efforts. Ils avaient surtout l'impression que le travail était plus facile, plus agréable, moins stressant, et ils avaient même l'impression de travailler moins. Et c'était vrai, parce que moi, je payais les heures sup, et ils faisaient moins d'heures sup, donc effectivement, ils travaillaient moins. Quand je suis arrivé chez Siemens à Toulouse, j'ai découvert l'environnement de la recherche et développement chez un équipementier automobile. Alors j'étais un peu perdu, il y avait une organisation que je ne connaissais pas, du vocabulaire que je ne connaissais pas, plein d'acronymes, des technologies que je ne connaissais pas non plus.
Alors pour arriver à accomplir ma mission, j'ai aussi pensé à ce que je faisais à l'IMRA. Alors à l'IMRA, chacun, individuellement, tous les mois, nous devions faire un rapport PDCA. Donc qu'est-ce que nous avions prévu de faire dans le mois? Qu'est-ce que nous avions réellement fait? Quels étaient les écarts entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait fait? Et qu'est-ce qu'on allait faire le mois suivant? C'est-à-dire rattraper les écarts et bien évidemment réaliser les tâches qui étaient déjà prévues au planning. Alors, moi, je détestais faire ça à l'époque. Chez Siemens, on ne m'a pas demandé de le faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait. Alors, j'ai commencé à faire mon PDCA personnel. Quand on sait, le PDCA, c'est la base, hein, c'est l'outil de base de l'amélioration continue. Donc, je me suis amélioré, j'ai comblé mes lacunes. Et dans ma vie, à chaque fois que je fais mon PDCA personnel, je m'améliore. À l'IMRA, tous les 6 mois à peu près, nous avions un séminaire en interne où les chercheurs devaient présenter notre projet à toute l'entreprise. Les contraintes que nous avions, c'est qu'il fallait que ce soit sur une seule page. Ça devait être visuel. Il fallait que tout le monde comprenne dans l'entreprise, donc même ceux qui n'étaient pas scientifiques. Et ça devait être beau parce qu'après, on affichait nos petits posters dans le showroom où on recevait les visiteurs. Et une fois par an, il y a certains projets qui étaient sélectionnés qui devaient être présentés au Japon, à l'occasion d'un séminaire de tous les centres de recherche de Daishin. Et quand ça a été mon tour de présenter, M. Iwai, il a passé des heures assis à côté de moi avec un interprète. Il m'a appris à présenter un projet sur une page. Et il m'a fait faire, refaire, refaire, jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors les contraintes que nous avions à l'époque, quand on allait présenter au Japon, c'est qu'en fait on le présentait devant des dirigeants d'Achine de Toyota. Donc je pense que j'ai vu le père ou le grand-père de l'actuel patron de Toyota, la famille Toyota. Et il fallait qu'ils comprennent les projets d'un seul coup d'œil. Alors chez Siemens, j'ai fait pareil. J'ai commencé à présenter mon projet sur une page, donc 1 à 4, police de caractère 10, déjà pour que moi je comprenne. C'était un critère. Donc j'ai commencé à faire des schémas pour décrire le produit, le projet, et puis je montrais mes schémas à mes collègues pour savoir si c'était juste. Puis finalement, ça leur plaisait bien aussi, parce que pour eux aussi, ce n'était pas toujours simple. Et puis ces schémas se sont enrichis, ça s'est transformé en analyse fonctionnelle, en schéma d'architecture système, et puis petit à petit, j'ai fait de l'ingénierie système, tranquillement. Alors, présenter un projet sur une page et que tout le monde comprend, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Ça me demande beaucoup de travail. Voilà, mais quand on y arrive, vraiment, c'est un outil très, très puissant. Et quand on m'a demandé de former mes collègues à la gestion de projet, là aussi, j'ai pensé à l'IMRA. À l'IMRA, les plannings, c'était sacré. Donc, c'est sacré au sens, un planning, ça se respecte. Un planning, ça ne se modifie pas, ça ne se corrige pas. Un planning, ça représente ce que l'on va faire. Pas ce qu'on aimerait faire, pas ce qu'il faudrait faire. Un planning, c'est ce qu'on va faire. J'ai dit ça hier à quelqu'un qui est certifié en management de projet PMP, il a ouvert des yeux grands comme ça. Et une première chose qu'on m'a demandé à l'IMRA, c'est tu vas nous faire ton planning pour ta thèse, donc pour les 3 prochaines années, et tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu vas nous livrer à la fin. J'ai répondu, j'en étais tout à fait incapable. Déjà parce que je n'avais jamais fait de planning de ma vie, je sortais d'école d'ingénieur. Je suis ingénieur en mécanique et en électronique. Je faisais une thèse en énergétique. Ce n'est pas du tout les mêmes domaines scientifiques et techniques. Et puis, comme c'était de la recherche, je me suis dit, il y a forcément des inconnus, des choses que je vais découvrir. Je ne vois pas comment je pourrais planifier ça. Mais ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va t'apprendre. Alors effectivement, j'ai appris, ils m'ont donné le temps nécessaire. J'ai fait mon planning et tous mes objectifs ont été atteints. Donc, publication scientifique, dépôt de brevet, transfert de technologie. Et pour avoir travaillé quelques années dans la recherche, je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir de tels résultats. C'est exceptionnel. Mais c'est juste la méthode, la façon d'organiser son travail. Et après, pourquoi les gens trouvent que mes documents sont sympas? Ça vient du contexte japonais à l'IMRA. Bon, à l'IMRA, tous les documents étaient en anglais. Et à la moindre faute de frappe, à la moindre faute d'orthographe, un mot mis pour un autre, une phrase interprétable, les collègues japonais, ils se bloquaient, ils arrêtaient de lire. Ils n'allaient pas déduire avec la suite du document qu'est-ce qu'éventuellement on avait pu vouloir dire. Non, ils bloquaient, ils arrêtaient. Et donc, moi je pense que c'est un lien avec l'écriture japonaise, donc les idéogrammes. Vous voyez, il y a des petits traits dans tous les sens. Et en fait, j'ai un trait juste, vous le dessinez en descendant ou en montant, ça peut changer le sens de tout un concept.
alors j'étais obligé de faire des documents sans défaut. Donc sans défaut, c'est-à-dire pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe, pas de faute de ponctuation, compréhensible par tout le monde, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, quel que soit le métier. Univoque, c'est-à-dire aucune interprétation possible, toujours présenté de la même façon, qui respecte une charte graphique. Et très important, ils doivent être beaux, il faut qu'on ait envie de le lire. Quand vous faites ça, ça change la vie de tout le monde. Et en fait, dans une entreprise, tous les services font des documents. Même ici, dans une école, tous les services font des documents. Donc si on instaure le zéro défaut documentaire, on améliore les comportements partout, à tous les niveaux. Voilà, le zéro défaut, ça devient une habitude pour tous. Ce n'est pas réservé qu'à la prod. Alors j'ai appris beaucoup de choses à l'IMRA, chez Aishin, où je suis allé souvent, et surtout avec M. Iwai, M. Yasui. Voilà, chaque fois, discuter avec eux, un repas avec eux, c'était toujours un enseignement. Alors de tout ça, j'ai tiré quelques grands principes que j'applique depuis et que je vais vous partager maintenant. Premier principe, c'est s'enseigner mutuellement. On a tous quelque chose à apprendre aux autres. Moi, j'ai des choses à vous apprendre. Mais on a tous des choses à apprendre des autres. Tous ici, vous avez des choses à m'apprendre, quel que soit votre niveau hiérarchique, de compétences, de connaissances. Voilà, on a tous à apprendre des uns des autres. Et si on fait ça, tout naturellement, tout le monde va progresser. Le deuxième, c'est s'améliorer individuellement, et je dirais continuellement. En entreprise, j'entends parler d'amélioration continue. En fait, on parle d'amélioration des process, amélioration des produits, amélioration des méthodes. Là, je parle d'amélioration des individus. Et donc, si les individus s'améliorent, tout le reste va suivre, forcément. Le troisième point, c'est communiquer visuellement et efficacement. Tout ce qui est affichage, ce qu'on appelle management visuel. Il faut respecter des règles. Il faut que ce soit beau. Il faut qu'on ait envie de regarder un affichage. Ça doit être lisible. Donc, les caractères à la bonne taille, le bon choix de la couleur. Surtout, vous ne mettez pas des pochettes plastiques devant pour les protéger, parce que dès qu'il y a de la lumière, il y a un reflet, on ne peut plus rien lire. Donc, ça ne sert à rien. Troisième point, il faut que ce soit compréhensible. Donc, s'il y a besoin d'un quelqu'un à côté, un interprète qui vous explique ce que ça veut dire, ça ne sert à rien. Et enfin, ça doit avoir de l'impact. Ça doit générer ou un comportement ou une attitude, mais ça doit avoir de l'impact. Encore une fois, si ça ne génère rien, ça ne sert à rien. Point suivant, le zéro défaut, c'est pour tous. C'est partout, c'est tout le temps. Et ça commence par les documents. Et dans les documents, les mails, les chats. Ce n'est pas parce qu'on fait du chat qu'il faut mal communiquer. Alors pour s'améliorer, pour rédiger un document sans défaut, pour faire un planning qu'on va respecter, tout ça, ça prend du temps. Donc il faut consacrer du temps à s'organiser, à s'améliorer. Donc ce que j'ai vu chez Aishin, ce que j'ai vu à l'IMRA, de mon expérience personnelle aussi, il faut 10% du temps, c'est-à-dire grosso modo une demi-journée par semaine pour faire tout ça. Alors parmi vous ici, qui est-ce qui pense dans son organisation, son entreprise, c'est impossible de s'arrêter, de produire une demi-journée par semaine pour travailler sur des trucs comme ça. Voilà, qui est-ce qui pense ça? Je ne vous crois pas. Soyez honnête. Vous qui travaillez en entreprise, c'est OK? Tout le monde s'arrête une demi-journée? Ah, je vois des noms, alors levez la main. Voilà. Ah, je suis étonné, je suis agréablement surpris. Alors, parmi ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qui est-ce qui a déjà essayé? Alors, si on pense qu'en fait, ce n'est pas possible et qu'on n'a pas essayé, ça s'appelle une fausse croyance. Hein. Alors, je ne suis pas certain que vous ayez été tous honnêtes là-dessus, alors on ne voit pas les mêmes. Néanmoins, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Il y a des blocages psychologiques, il y a des blocages culturels. Mais on regarde que si on produit ça et qu'on arrête de produire 10% du temps, on a vu, avec ce que vous a été présenté tout à l'heure, on va augmenter notre production de 20, 30, 40, 50%. Donc en fait, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ce n'est pas rationnel. Par contre, ça s'organise, ça prend du temps, il y a des règles à respecter, mais ça se fait partout, il n'y a pas de raison.
Alors, je vais nuancer ça par rapport aux organisations qui sont déjà dans la performance, donc des gens qui font déjà la production de grande série, par exemple dans l'automobile. Si on regarde bien dans la production, on a tout autour des équipes de qualité, des équipes de maintenance, des équipes d'indus, des ergonomes, qui font de l'amélioration continue en permanence, pas une fois par semaine. Et des fois, ça peut représenter 10% du staff de production. Alors, je constate que très souvent, lorsqu'une entreprise se met à initier une démarche de lean management ou d'amélioration continue, ça ne vient pas tout seul. C'est pour répondre à une problématique, une évolution technologique, une évolution normative, une évolution du marché, un tas de problématiques qui les contraint, un problème de rentabilité, un problème d'exigence client. Mais Alimra n'avait aucune de ces contraintes. Et pourtant, je peux dire qu'on utilisait des méthodes qui sont extrêmement performantes. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embêtait à faire ça? Et moi, je continue à le faire depuis. Alors, je travaille dans des tas d'environnements où la performance, ce n'est pas du tout la question. Alors, pourquoi est-ce que je continue à faire ça? Alors pour moi, personnellement, c'est parce que, et à Alimra, c'était pareil, c'est parce qu'être performant au travail, c'est plus agréable pour soi et pour les autres. Quand mes collaborateurs chez CMAS m'ont proposé des améliorations, c'est parce que c'était plus agréable pour eux. Quand je fais mon PDCA à Toulouse, c'est parce que c'est plus agréable pour moi. Quand je prépare, quand je planifie bien un projet, c'est plus agréable pour moi et pour tous les gens avec qui je travaille. Et puis quand mes documents sont faciles à comprendre, agréables à lire, c'est plus agréable pour moi et pour tous ceux qui travaillent avec moi. Est-ce que être lean, ce n'est pas tout simplement faire les choses d'une manière qui m'est plus agréable, qui me facilite la vie et qui facilite la vie des autres? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et avec le recul, je peux me dire qu'à Alimra, on ne faisait pas du lean. À Alimra, on vivait le lean. Alors, c'est quoi la différence? Alors, pour moi, faire du lean, c'est déployer tout un ensemble de bonnes pratiques pour atteindre des objectifs qui vont nous permettre de résoudre une problématique. Rentabilité, qualité, satisfaction client, tout ce qu'on veut. Et lorsqu'on a atteint nos objectifs, c'est bon, on garde ce qu'on a fait. Pour moi, vivre le lean, c'est réserver du temps pour s'améliorer. Dans ce temps, on déploie toutes ces bonnes pratiques aussi. Et en fait, le fait que ce soit plus agréable, ça devient une conséquence. Alors, M. Iwai, il me disait, imagine la solution rêvée que tu souhaites atteindre, mets en place toutes les actions auxquelles tu penses pour atteindre cette solution rêvée. Tu rencontreras sûrement des points de blocage, mais ce n'est pas grave. Parce que tout ce que tu auras appris, tout ce que tu auras fait aura énormément de valeur et tu pourras toujours t'en servir. Et c'est vrai. Voilà, donc lorsque les performances ne sont plus un objectif, mais une conséquence, on change le paradigme. Et en fait, ça change énormément de choses de faire comme ça. Et donc, on fait du lean pour rendre sa vie plus agréable et celle des autres aussi. Alors, je voudrais maintenant aborder la manière dont je m'y prends pour essayer de transmettre ça dans les entreprises en France. Alors, une autre chose que j'ai appris à l'IMRA, c'est qu'on ne peut pas appliquer comme ça des méthodes qui viennent de chez Toyota dans une entreprise française. À l'IMRA, l'objectif initial de son fondateur, c'était de faire de l'innovation en créant une synergie entre la créativité de chercheurs français et l'efficacité d'ingénieurs japonais. Ça n'a jamais marché. Voilà, la greffe n'a pas pris, il y a même eu des phénomènes de rejet. Alors, selon moi, il est nécessaire de faire une adaptation. Alors, en lean management, on parle souvent de la maison Toyota, satisfaction client, juste à temps, Kaizen, etc. Alors, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Une entreprise en France qui se lance dans du lean management, elle n'arrivera jamais à construire une maison Toyota. Alors pourquoi? Parce que la maison Toyota, c'est une maison neuve. Et quand on se lance dans une démarche lean dans une entreprise, on fait de la rénovation. Et comme l'entreprise, elle continue de fonctionner, on continue à produire, c'est comme faire de la rénovation dans une maison où vous continuez à habiter, à vivre en même temps. C'est plus compliqué, c'est plus long, et des fois, il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas changer. Vous devez les garder, et c'est comme ça, même si ce n'est pas lean du tout. Donc ça demande un effort d'adaptation beaucoup plus important. Et puis on parle souvent du problème de la pérennité. Alors on met en place des choses, et puis le manager qui a mis en place, il s'en va, il y a tout qui s'écroule. La maison, ça tient avec du ciment.
Et la maison Toyota, elle tient avec des matériaux qu'on n'a pas forcément en France. Et pour moi, parmi ces matériaux, c'est les individus et c'est leur état d'esprit. L'état d'esprit japonais, alors là, c'est un peu des grandes lignes, hein, mais globalement, c'est quand même vrai. La discipline, le respect des règles, le respect des autres, le respect de soi, le sens collectif. Voilà. Tous ceux qui sont allés au Japon, c'est peut-être une des premières choses qui marquent. Hein. On se rend compte de ça. L'état d'esprit français, l'indiscipline, aller voir dans la rue, le non-respect des règles, aller voir dans la rue, le non-respect des autres, l'individualisme, aller voir aussi dans la rue, alors quand même un point très positif, la créativité, et je pourrais rajouter la créativité à contourner les règles. Alors, et c'est pour ça qu'en fait c'est difficile d'obtenir la pérennité, la stabilité qu'on cherche dans le lean. Alors moi j'ai vu beaucoup d'entreprises où le ciment ça a été un manager, un dirigeant qui a eu l'idée, qui a envie de faire ça, il met en place des choses, quand il s'en va, ça ne tient pas. Dans les guides Lean, et c'est vrai chez Toyota, c'était vrai à l'IMRA, on nous dit que normalement ça doit venir des dirigeants, ça doit venir de la tête, toute cette démarche. Alors moi j'ai peut-être pas de chance, mais j'ai toujours rencontré des dirigeants réfractaires à ce genre de choses. Alors, éventuellement, on veut bien faire un effort pour améliorer un problème à l'instant T, mais globalement, ils sont plutôt contre. Par contre, ce que j'ai très souvent rencontré, c'est des chefs de service, c'est des chefs d'équipe, c'est des managers, c'est des directeurs. Voilà. Eux, ils demandent pas mieux que d'améliorer leur travail et leur façon de travailler. Alors, comment faire en sachant tout ça? Alors, j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'insatisfaction. J'ai trouvé des règles, en tout cas avec moi ça marche, que je voulais vous partager ici. Alors la première, c'est l'éponge sèche. Si vous prenez une éponge bien sèche et vous la mettez sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle coule dessus. Elle ne rentre pas dans l'éponge. Si vous voulez, et vous pouvez essayer, ça marche. Si vous voulez que l'eau rentre dedans, il faut l'humidifier petit à petit. Et après, vous pouvez la gorger d'eau. Pour le lean, c'est pareil. Ça a été dit, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut y aller petit à petit. Voilà. Hebdomadairement. Il vaut mieux en faire 1 heure par semaine que 4 heures par mois. Et après, vous pourrez augmenter les doses, ça ne posera aucun problème. Le deuxième point, c'est les victoires rapides, les quick wins. C'est mettre en place des modifications rapides, simples, mais qui changent la vie. Des fois, changer juste une police de caractère ou la couleur sur un affichage, ça permet les gens ressentent forcément tout de suite quelque chose de mieux. Il y a quelques années, j'ai accompagné une équipe chez Texas Instruments. Le manager voulait des améliorations dans son service et on s'est mis d'accord, il y avait une rencontre par semaine. Les 2 premières rencontres, toutes les équipes étaient en mode hostile, ils arrivaient en retard, ils râlaient et ils m'expliquaient que je n'avais rien à leur apprendre parce que je ne connaissais rien à leur métier. C'était vrai, je ne connaissais rien à leur métier et je n'avais rien à leur apprendre parce que j'étais là pour les accompagner. Et à la 3e rencontre, ils sont arrivés tous en avance avec le sourire. Et ils étaient enthousiastes. Ils disent, c'est quoi la suite? Voilà. Entre les deux, ils avaient fait un quick win. Donc ça marche très bien pour obtenir de l'adhésion. Un autre point, c'est faire l'expérience de l'excellence. Il y a des gens qui n'ont jamais eu un 20 sur 20 dans leur vie. Il faut le faire une fois, il faut le vivre pour savoir ce que c'est, pour pouvoir le reproduire. Et donc c'est pour ça, alors tu l'as dit aussi, il faut faire les choses parfaitement, donc il vaut mieux traiter des petits problèmes, mais on va jusqu'au bout, on le traite parfaitement, et après on en prend un autre. Et tout ce que vous avez traité parfaitement, vous venez 10 ans après, le problème, il ne sera pas revenu. Donc quand on parle de l'ancrage, c'est juste faire les choses parfaitement, jusqu'au bout. 4e, c'est l'effet tache d'huile. C'est une diffusion continue des bonnes pratiques. Alors moi j'aime bien commencer par un service. On change des choses. Ce service-là, il va s'améliorer, il va mieux communiquer avec les autres services. Les gens vont témoigner, ouais, c'est sympa, ça se passe bien. Et petit à petit, les autres services ont dit, apprends-nous à faire comme eux. Voilà, c'est moi ce qui m'est arrivé à chaque fois qu'on m'a dit, apprends-nous à faire comme toi. Et on peut transformer une entreprise en partant du bas. Et un point, il faut adapter la stratégie de déploiement au contexte, aux personnes, sans bien sûr, modifier les méthodes. Alors moi, je me suis fait un outil pour ça, qui est un mélange de techniques Toyota.
voilà, 5S Kaizen, avec ça je fais tout. L'ingénierie système, ce qui me permet de faire du bon du premier coup et de regarder l'entreprise dans toute son entièreté. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, toutes les parties prenantes. Voilà, l'ingénierie système me permet de prendre en compte toutes les parties prenantes et des techniques de mesure de maturité qui me permet de, j'ai vu un beau mot, de cranter mon amélioration. Et avec ça, assez rapidement, je fais une analyse d'un contexte et je sais dire plutôt dans quel sens il faut faire les choses qui sera adapté à la situation. Alors j'ai cherché un sensei Lean célèbre qui résume tout ça dans une phrase. J'ai choisi Jésus. Alors Jésus, c'était un sensei. Il avait des disciples, il faisait beaucoup d'enseignements. Il y en a même qu'il appelait maître. Alors est-ce qu'il était Lean ? Je ne sais pas si la question se posait à l'époque, mais en tout cas, si on voit le Lean, la notion d'efficacité, de pérennité, c'est quelqu'un qui a enseigné pendant 3 ans, et depuis 2000 ans, ses enseignements ont impacté la vie de milliards d'individus. Donc, je trouve que c'est une sacrée performance. Et Jésus, il a dit ça. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, c'est comme ça que je vis le Lean. Je m'aime bien, et par conséquent, je veille à mettre en œuvre toutes les méthodes, toutes les techniques qui me permettent de faire mon travail plus facilement, plus efficacement, avec moins de stress, avec moins d'efforts. Et puis comme j'aime bien mon prochain c'est qui ? C'est mon collègue, c'est mon collaborateur, c'est mon supérieur, c'est mon patron, c'est mon client. Alors il y en a un dont on ne parle pas beaucoup dans le Lean, c'est mon fournisseur, il est dans les parties prenantes. Je vais faire tout ce que je peux à mon niveau, je vais utiliser toutes les méthodes, toutes les techniques qui peuvent les aider, eux aussi, à faire leur travail plus facilement, plus efficacement et avec moins d'efforts. Alors maintenant, je vais faire un contrôle qualité, parce que j'ai répondu aux questions. Comment embarquer l'équipe ? Je crois que c'est bon. J'ai parlé des quick wins. Alors la japonaise, quand on met un rond, on dit que c'est bon. L'importance du produit. Alors, je n'ai pas compris la question. Et donc, j'en ai pas trop parlé non plus. Donc, je ne vais pas m'évaluer là-dessus, désolé. Ce n'est pas que je me défile, mais... Comment cranter l'amélioration ? Donc j'en ai parlé un petit peu à travers les méthodes de mesure de maturité et l'adaptation du déploiement. On pourrait aller je vais mettre quand même un triangle, je suis trop gentil avec moi. Voilà. Un triangle, ça veut dire ça n'a pas été complètement traité, mais on sait comment le traiter, il suffit de prendre juste un petit peu plus de temps, ce sera traité. Alors qu'est-ce qui ne marchera jamais ? Alors pour moi, je dirais que c'est de ne pas adapter à la culture française. Je l'ai dit, donc je vais mettre une bonne note. Par quoi on commence ? Alors je vais dire 5S. Voilà, donc premier S, se débarrasser de l'inutile, de l'obsolète. On commence par là. Comment trouver les bons indicateurs ? Alors là, je n'ai pas la réponse toute faite, mais c'est à travers, lorsque vous allez chercher à présenter votre projet sur une page, vous serez obligé de trouver les bons indicateurs, et après par des questionnements, qui fait quoi, quelle est la valeur ajoutée, etc. On y arrive, ce n'était pas le sujet, donc je n'y réponds pas ici, mais je pourrais y répondre. L'aspect culturel, bon, j'en ai parlé aussi beaucoup. Et je voudrais vous poser la question à vous, voilà, parmi vous, qui a retenu quelque chose dans tout ce que j'ai dit, et vous avez dit, ça me donne envie, j'aimerais essayer. Ah, bon, très bien. Alors, tout cela, je vous invite, maintenant, vous prenez votre agenda papier, agenda électronique, et dans la semaine qui vient, vous réservez 1 heure, et vous avez bloqué cette heure pour traiter ça. Voilà. Si vous voulez être Kaizen, c'est ça. La pratique, c'est ça. Je vois un problème, je traite tout de suite. Et si vous n'êtes pas prêt à remplir maintenant votre agenda, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à rentrer dans cette démarche, mais c'est tout à fait respectable. Alors encore 1 minute. J'ai aussi mes propres objectifs. Donc moi, j'avais prévu qu'au moins 4, pour dire que je ne triche pas, au moins 4 personnes auraient envie d'appliquer quelque chose, donc il y en a plus que 4. Donc je vais me mettre une super note. À la japonaise, c'est le double rond, qu'on a surperformé. Voilà. Et en conclusion,
comme on dit au Japon. Gambate kudasai, donc bon courage, faites de votre mieux. Merci à tous.